Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette nouvelle édition du Café de l'IRESP. Je m'appelle Victoria Afanassieva, chef pôle addiction de l'IRESP. Avant de démarrer, je vous informe que vos micros et caméras sont coupés automatiquement. Vous pouvez utiliser le chat. N'hésitez pas à poser vos questions car un temps est dédié aux échanges après la présentation. Vous pouvez avoir accès au sous-titrage et à la retranscription en direct de cet événement. Et enfin, nous vous informons que cet événement est enregistré et qu'il sera visible en replay sous-titré sur le site de l'ERESP prochainement. L'ERESP est très heureux de vous accueillir pour ce 13e café. Ce format court a pour objectif de valoriser des projets de recherche financés dans le cadre de nos appels à projets. Avec ce format synthétique, nous souhaitons ouvrir la recherche à celles et ceux qui n'ont pas toujours la possibilité de consacrer des temps longs aux séminaires et au format de présentation de la recherche, et qui veulent découvrir une nouvelle thématique de santé publique ou qui veulent tout simplement venir passer un moment riche avec des scientifiques à l'heure du café. Le café du jour est intitulé « Prévenir les addictions chez les personnes rencontrant des situations de handicap en lien avec la déficience intellectuelle grâce à l'activité physique adaptée ». Il s'inscrit dans le cadre du programme Addiction financé par le Fonds de lutte contre les addictions. Son objectif du programme est de soutenir la recherche sur les conduites addictives et les drogues. Nous avons le grand plaisir d'accueillir Christian Benlagdar et Cédric Routier qui co-portent le projet PowerPid, projet qui va faire l'objet de ce café. Christian Benlagdar est professeur des universités en économie à l'Université de Lille et Cédric Routier est directeur de recherche à l'unité de recherche ADEPAS, Handicap, Autonomie et Développement de la participation sociale à l'Université catholique de Lille. Nous le verrons, le projet PowerPid est une recherche participative associant personnes présentant une déficience intellectuelle, chercheurs et spécialistes de la prévention-promotion de la santé, enseignants en activité physique adaptée, ainsi que les professionnels du secteur médico-social. Ce projet met en lumière un sujet encore peu exploré par les communautés de chercheurs issus du champ des addictions et du handicap. Pourtant, ce sujet constitue un véritable enjeu de santé publique et plus particulièrement pour l'accompagnement des personnes en situation de handicap, des membres de leur entourage et des professionnels. Lors de ce café de l'ERESP, seront rapidement présentées les grandes lignes du projet, mais surtout le processus de co-construction des outils de prévention des addictions et leur concrétisation finale. Cédric, Christian, un grand merci d'avoir accepté de participer à ce 13e café de l'ERESP. Pour rappel, vous avez 15 minutes de présentation qui seront suivies de 15 minutes de questions. Je rappelle également au public que vous pouvez poser à tout moment les questions dans le chat. Et messieurs, la parole est à vous. Merci, merci beaucoup, Victoria. Je ne sais pas comment je partage mon écran. Qui passe les slides? C'est Kevin, c'est moi, comme vous voulez. Tu peux partager, Christian? Oui, je partage, ça roule. Ça roule, ça roule. Hop, je partage cet écran et je lance le PowerPoint. Tout le monde est OK? Très bien. Très bien. C'est une présentation à deux voix, hein, principalement celle de Cédric, qui est spécialiste hein, de recherche participative. Voilà. Donc le PowerPid, vous le voyez, hein, c'est beaucoup de logos, c'est ADEPAS de l'Université catholique de Lille. Donc Cédric, c'est le LEM, mon laboratoire. C'est aussi Hauts-de-France Addiction, comme Victoria l'a dit, des professionnels de l'addictologie et de la réduction des risques. L'UNAPEI, le groupement associatif des personnes en situation de déficience intellectuelle de notre région, et effectivement Decapulse, qui est un laboratoire, une association basée sur le sport adapté dans notre région et principalement basée à Dunkerque. Donc on vous présente effectivement le projet PowerPid. Projet PowerPid qui est un projet de recherche pluriannuel sur 3 ans, dont je remercie les financeurs, hein, l'IRESP, de nous faire confiance, qui consiste eh bien, à coélaborer un processus de développement du pouvoir d'agir avec et pour des personnes en situation de déficience intellectuelle à travers
la pratique d'activités physiques adaptées. Alors, l'objectif, un des grands objectifs, un méta-objectif, est de, effectivement, documenter les freins et les facilitateurs à une recherche participative in situ avec et pour les personnes concernées à travers le croisement de plusieurs évaluations quantitatives d'ailleurs, mais également d'une évaluation quantitative non randomisée multicentrique. On en rediscutera. L'objectif est également d'identifier des facteurs d'environnement favorables à la recherche participative et à la santé, qui concerneraient la réduction des risques de l'usage de drogues ou de substances addictives, principalement alcool et tabac. Alors, ces facteurs et ces environnements propices à la recherche participative et à la mise en place de prévention, réduction des risques et promotion de la santé ont déjà été identifiés dans la littérature, mais celle-ci est relativement pauvre. L'objectif également, c'est l'évaluation à travers l'appropriation des outils et des processus de construction, de co-construction de ces outils. Alors, je vous le disais, c'est un projet de recherche multicentrique pluriannuel où finalement, en année N1, on a, à travers un groupe expérimental, vous le voyez en jaune-orangé, co-créé certains outils de réduction des risques et de promotion de la santé autour des conduites addictives et autour de la pratique physique adaptée, qui ont été en N+2 diffusés sur deux établissements, l'établissement 2 et 4, à travers deux groupes. Un groupe test qui s'est approprié, retravaillé les outils, on y reviendra, et un groupe témoin qui nous sert, comme son nom l'indique, de témoins qui ne participent pas au projet en tant que tel, sauf à travers les questionnaires et les évaluations que l'on leur adresse. Alors, un bémol sur la réalisation du projet, mais qui fait partie de l'objectif d'identifier les freins et les facilitateurs. Au début du projet, on avait un établissement 3 qui devait effectivement se voir diffuser les outils co-construits en N+1, mais qui, chemin faisant, eh bien, s'est rétracté et n'a pas participé au projet en tant que tel, même si on a réussi dans cet établissement 3 à construire un projet secondaire innovant, on y reviendra également, à travers d'autres co-constructions d'outils de prévention. Alors, je passe la main immédiatement à Cédric, puisque c'est un projet de recherche participative et c'est lui le grand spécialiste de ce projet. Merci Christian. Alors, grand spécialiste, je ne sais pas. J'espère qu'avec le casque, on m'entend suffisamment. Tout Pour à vous fait. dire quelques mots sur cette dimension de recherche participative, peut-être qu'on en échangera pendant la séance de questions. Il y a évidemment tout un spectre possible, certaines d'entre elles sont d'ailleurs évoquées dans les références en bas de cette diapositive, de ce qu'on appelle la recherche participative. Ici, ce sur quoi on a voulu mettre l'accent au début, c'était un peu un des enjeux que nous avions initialement. Je reviendrai après sur autre chose. C'est que pour les personnes en déficience intellectuelle, donc aujourd'hui considérées comme faisant partie de la grande famille des troubles du neurodéveloppement, on sait qu'elles ont la capacité, ça a été montré, et y compris à travers de la production d'outils un peu différents et plus adaptés, de débattre des sujets de recherche en santé, comme dans d'autres domaines d'ailleurs, lorsque les ressources nécessaires sont mises à disposition, d'une part. Deuxièmement, c'est une demande que l'on va retrouver de manière assez régulière et répétée, soit dans les collectifs, soit pour les individus eux-mêmes, que d'être inclus dans ce type de projet participatif, pas nécessairement de recherche, mais de recherche également. Et qui dit co-création d'outils dans ces cas-là demandera des adaptations. C'est un des points auxquels à la fois on s'attendait et qu'on avait un peu inclus justement par a priori dans le processus qu'on a développé avec d'abord le terrain expérimental, puis les deux autres lieux. On sait également, et ce n'est pas uniquement lié aux personnes en déficience intellectuelle, mais de manière à la plupart des personnes que l'on implique dans la recherche, qu'en leur fournissant suffisamment de clés pour se faire et d'adaptation, on augmente, on développe ce qu'on appellerait leur pouvoir d'agir, plutôt ici à titre individuel, mais selon ce qu'on met en œuvre, ça peut également être dans une logique plus de développement de pouvoir d'agir communautaire. Le plus important, et ça on pourra en parler dans des tas d'autres expériences que j'ai pu partager avec mes collègues d'équipe, c'est de faire preuve de créativité, d'innovation, donc des mots un peu valises, mais surtout de choses très concrètes et qui n'hésitent pas à sortir un petit peu du cadre de la manière dont les outils sont généralement pré-pensés pour proposer des choses qui, en termes d'intervention en santé, soient plus pertinentes. Je n'en dis pas plus long, il y a juste un petit focus qu'on pourra faire dans la séance de questions sur le groupe qui est sorti du projet, mais qui n'est pas complètement sorti, et qui me semble être un des effets assez récurrents de tout projet participatif, et particulièrement de recherche participative, s'il tient compte de la promesse qu'il dit être celle de la participation.
Merci Cédric, oui, oui, tout à fait. Un projet de recherche participative en lien avec l'activité physique adaptée et les pratiques addictives, on l'a dit. Alors la littérature hein, fait état effectivement que l'activité physique permet de diminuer, tout au moins de contrôler les conduites addictives des personnes à travers un effet direct. Soit elles arrêtent, soit elles diminuent leur consommation, soit à travers des effets plutôt indirects sur des facteurs de risque, voire de réduction des risques de la consommation de substances. On y reviendra également si vous le voulez. Alors, l'activité physique adaptée, elle est clairement le vent en poupe hein, dans les institutions et auprès des personnes présentant une déficience intellectuelle, même si on a de la littérature qui identifie aujourd'hui des obstacles à cette pratique addictive, comme des barrières personnelles, des barrières familiales, sociales, mais également des barrières environnementales et financières, voire institutionnelles. Hein, on pourra également y revenir. En lien également, je vais assez vite, hein, c'est un café, on a un quart d'heure, hein, en lien également avec les pratiques addictives. Alors, elles sont documentées à l'international, même si les études sont assez hétérogènes en qualité et en robustesse statistique sur ces questions. On a mené très récemment avec l'UNAPEI Hauts-de-France une étude épidémiologique sur la question des pratiques addictives auprès des personnes concernées. Vous le voyez, hein, les résultats d'une étude auprès de 1000 personnes vivant en foyer ou travaillant en ESAT, principalement des travailleurs et des travailleuses d'ESAT dans les Hauts-de-France. On a eu la chance que Viet Nguyen et François Beck de Santé publique France nous autorisent à traduire le baromètre, le questionnaire du baromètre santé en FALC, en facile à lire et à comprendre, et celui-ci est devenu le thermomètre de la santé où finalement, eh bien, les personnes concernées, en lien avec les professionnels des structures, ont fait passer les questionnaires, je vous l'ai dit, auprès d'un peu plus de 1000 personnes. Et les résultats sont assez intéressants, hein, finalement. On a un usage quotidien de tabac à hauteur de 20,4% de la population sondée, de 3,5% de consommation quotidienne d'alcool dans cette même population et de cannabis à hauteur de 1,1% d'usage quotidien auprès de ces personnes. Alors, les prévalences sont moindres qu'en population générale, même si elles sont quasiment identiques pour le cannabis. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même de constater que les modes et l'intensité de consommation est quasiment identique en termes de nombre de cigarettes fumées ou de verres d'alcool bu. Donc on a des prévalences moindres qu'en population générale, mais lorsque les gens consomment, eh bien ils consomment comme tout à chacun. Donc activité physique adaptée, des pratiques addictives pour la première fois, à ma connaissance en France, documentées de façon assez robuste épidémiologiquement, eh bien, qui nous emmène sur les outils développés par le projet PowerPid. Cédric? Oui, merci Christian. Alors peut-être dire très rapidement tout de même que bien qu'on se focalise souvent dans des présentations comme dans les questions qu'on nous adresse sur les outils développés, ce qui est le plus important dans ce qu'on cherchait à faire atterrir dans les deux environnements qui n'étaient pas ceux du groupe expérimental et qu'on avait donc développé avec les personnes du groupe dit expérimental, en fait de notre premier terrain dans la première année, eh bien c'est le processus en fait de co-construction, de co-élaboration, de mobilisation de savoir d'expérience ou de savoir d'usage et de mise en œuvre d'une dynamique qui à la fois leur rende droit et permette d'alimenter ça à la fois de connaissances, mais aussi, in fine, peut-être des outils dont on peut parler. Alors, une des choses qu'on voulait vous partager, trois types d'outils, peut-être un des outils issus de la recherche pour elle-même et qui la soutient, c'est la question de la lettre d'information et du formulaire de consentement, que l'on va le plus près possible de ce qui serait le facile à lire et à comprendre, rapprocher du degré de compréhension des personnes que l'on rencontre, qui est extrêmement variable, et qu'on va donc réitérer, c'est-à-dire répéter, relire, rediscuter dans des réunions préalables, puis lors des rencontres en groupe, par exemple, à chaque fois qu'elles auront lieu, bien vérifier auprès des personnes qu'à la fois ils ont conscience des enjeux, de ce qu'on a pu se dire préalablement, tout ça avec un degré divers de conscience, mais malgré tout, d'être dans cette approche du consentement qui est plus illustrée par cet article de Stefan Hansfield qu'on vous a mis ici en illustration, c'est le cas de le dire, autour du consentement relationnel en lien avec une conception de l'autonomie plus relationnelle que optimale, kantienne et souvent plus proche des processus de consentement de type recherche clinique. On peut passer à la diapositive suivante. Ça, c'est un premier travail qu'on avait dû réaliser pour le projet qui l'a soutenu.
Un certain nombre de questionnaires aussi, alors je le dis très très rapidement, qui ont été mobilisés par l'une de nos collègues lors de son passage dans nos équipes pour le service du projet, autour notamment de l'adaptation de questionnaires et d'échelles existantes, dont on a extrait certaines sous-échelles et modifié, par exemple, vous voyez ici, des échelles de Likert de 5 à 7 points en des échelles à 3 points, et à l'identique, qui a fait ce travail non pas seul, ça on va y revenir peut-être après, mais avec le groupe de premier terrain expérimental sur lequel nous avions travaillé, et qui a travaillé avec elle à l'adaptation de ces outils à l'issue de tout un processus de rencontre préalable dans lequel nous avions développé des outils plutôt qu'on va qualifier de prévention des risques et des dommages et de réflexion sur ce qu'on pourrait faire pour éviter la consommation. Donc il y avait tout un effet d'entraînement du groupe, de collaboration avec ses collègues chercheurs et particulièrement cette collègue, qui a ensuite été remobilisé pour travailler maintenant sur co-concevoir des outils de recherche qui n'avaient pas tous ensemble, mais que les mettant à leur disposition, elles reconceptualiser avec eux pour les rendre, d'après le pari que nous faisions, plus accessibles au terrain 2 et terrain 4, qui seraient ensuite, cette fois-ci, questionnés, interrogés à l'aide de ces outils en amont, puis en aval du travail qui serait mené sur ces terrains. On peut passer à la suivante, je pense. Alors, pour les outils qui ont été conçus par et pour les personnes concernées et qui peuvent être mobilisés collectivement, et peut-être qu'un petit point sur lequel insister, c'est que pour nous, le principal intérêt de ces outils serait qu'ils atterrissent dans des établissements ou des configurations où ils soient mobilisés autour d'une dynamique d'équipe, d'établissement, de collectif d'usagers pour réfléchir ensemble sur qu'est-ce qu'on en fait, autour de quoi ça nous amène à discuter et qu'est-ce qu'on peut essayer peut-être de mettre en place de notre côté qui mobilise ce que nous savons sur ce qu'on va qualifier rapidement ici de pratiques addictives. C'est l'essentiel en fait de l'intérêt d'un outil, me semble-t-il. Hein. Concevoir un marteau, c'est une chose, mais savoir l'utiliser dans tout un tas de systèmes et de configurations pour qu'il soit utile là où vous en avez besoin et frapper plus ou moins fort, par exemple, sur le clou, selon l'épaisseur du mur, c'est quand même le mieux. Alors, on a une vidéo qu'on ne va pas avoir le temps de regarder ici, mais que vous trouverez sur le site dédié au projet qui avait été créé par le premier groupe, avec scénarisation, tournage et ensuite montage par notre collègue, mais tout le reste a été fait collectivement, et une petite notice qui l'accompagne pour présenter un peu à quoi elle peut servir, si possible en langage simplifié. C'est un exemple de vidéo, il y en a eu 2 autres sur les 2 autres sites. On t'entend mal, Cédric. Attention, on t'entend mal. À partir de quand m'entendrait-on mal? Ouais, ça fait 5 secondes. D'accord, très bien. C'est mieux comme ça? C'est mieux comme ça, oui. Ça va. Donc, tout sera disponible. C'est déjà le cas pour une partie des vidéos. On peut peut-être passer à la suivante pour respecter notre délai. Alors ça, c'est ce qui a été finalement, malgré tout, et bien qu'on ait parlé de ce groupe comme s'étant plutôt extrait de la démarche, c'est ce qui a été à l'animation et en collaboration avec un éducateur social qui travaillait donc dans le terrain, qui ne participait pas tout à fait au même processus de travail. Eh bien, c'est l'une des productions qui a été la leur. Et eux sont partis, plutôt que sur des vidéos de sensibilisation d'après eux, hein, d'après les groupes, des vidéos de sensibilisation pertinentes avec ce qu'ils ou elles souhaitaient délivrer comme message, eh bien, ce troisième terrain, lui, a travaillé un peu indépendamment, mais en prise avec ce qui se faisait ailleurs tout de même, puisque vous voyez, en termes de thématique, qu'on est bien sur la question de pratiques addictives, mais autour d'un jeu de cartes et d'un jeu de société, dans lequel toutes les propositions qui ont été créées et sur lesquelles les joueurs réfléchiraient sur quelles sont les propositions les plus adaptées, ont été créées avec le groupe en question. Bon, j'en dis pas beaucoup plus parce qu'encore une fois, on est un peu serré. Voilà. C'est à toi, Christian, ouais, s'il te plaît. Une petite vidéo qui, cette fois, a été créée par notre collègue, plutôt à destination de professionnels, mais également pour la visionner avec les personnes concernées, en mettant en pratique un certain nombre de conseils, de recommandations, y compris sous forme de petites vidéos animées, autour de l'activité physique adaptée. Il y a également toute une série de fiches faciles à lire et à comprendre qui sont également disponibles sur le site. On peut passer à la suivante peut-être, puisqu'on va arriver tranquillement mais sûrement. Voilà, ce sont les fiches dont je viens de parler. Mais au résultat peut-être un petit peu plus générique. Alors là, on va se repasser la parole. Je vais peut-être faire la première diapositive, si tu veux bien, Christian. Oui. Parmi les bilans et quelques premiers résultats, puisqu'on est encore en train d'analyser les données quanti et quali qui ont été recueillies, on voit bien que les phénomènes d'acquiescement et de désirabilité sociale va jouer quand même à la participation dans les groupes. On pourra y revenir. Est-ce qu'on a vraiment mesuré, au sens canonique et théorique du terme, le développement du pouvoir d'agir? Est-ce qu'on était même en capacité de le mesurer complètement au-delà du déclaratif? Oui, un peu et pour partie, pas complètement si on veut vraiment financer un peu. Enfin, quand on parle de groupes qui s'inscrivent dans une démarche et qui contribuent à 6 à 8 réunions au long d'une année, il est très clair, compte tenu à la fois de leur lieu d'hébergement, leur lieu de vie et leur lieu de travail, par exemple des ESAT, que leur capacité à être présent est à la fois dépendante du fait qu'on les libère, mais en amont de ça qu'on les informe et parfois aussi
eh bien, qu'ils soient en capacité de se déplacer pour venir. Autrement dit, il y a quand même eu un peu d'absentéisme variable dans les groupes, et y compris au moment de la passation des questionnaires amont puis aval, questionnaires dont je le rappelle, qu'ils avaient été reformalisés par un groupe de travail de personnes concernées à la fin de la première année sur le premier site, pour être ensuite administrés aux 2 autres terrains qui étaient concernés. Bon, on n'a pas eu tout à fait le même nombre de répondants à la fin qu'au début, pour le dire plus simplement. Je pense qu'on peut avancer un peu. Est-ce que tu reprends là-dessus? Non, vas-y, Cédric. Oui. Alors, très clairement, ce qu'on peut se dire aussi maintenant, même si on est en train de l'objectiver, on a pu le constater dans les déclaratifs comme dans ce qu'on constatait sur site, le développement de pouvoir d'agir vis-à-vis des addictions était variable, mais parfois, l'autodétermination à persister dans la pratique était très assumée. Je me souviens en particulier d'un participant qui était à la fois très contributif, partageait beaucoup de savoir d'expérience, y compris sur les dommages collatéraux auxquels s'expose, par exemple, une alcoolisation hors des lieux de vie parce que c'est interdit et qui nous amène à fréquenter des gens dans des lieux où finalement je prends un certain nombre de risques, par exemple au bord d'un canal qui passerait derrière l'établissement et dans lequel on peut malheureusement chuter. Eh bien, même s'il était très déterminé et très affirmé sur à la fois les comportements de consommation et ce à quoi il renvoie, il était aussi très clair sur le fait qu'il participait au projet, mais qu'il ne changerait pas et qu'il n'arrêterait pas. Donc, le but n'était absolument pas de contrôler au sens faire arrêter, mais bien de donner lieu à une prise de conscience qui pouvait entraîner parfois, on pourra y revenir, à des arrêts de consommation, mais aussi à des réductions ou l'entrée dans un suivi thérapeutique comme aucune modification, puisqu'on rappellera quand même que si la notion de risque était souvent évoquée par les participants dans les groupes et lors des assemblées et qu'ils étaient assez conscients de ces risques, s'ils semblaient adhérer en termes d'activité physique à la pratique en rencontrant parfois un certain nombre d'incompatibilités personnelles, pour faire les activités, les barrières qui ont été évoquées tout à l'heure, reste qu'une partie des membres du groupe aussi étaient là parce qu'il s'agissait d'une occupation également et qu'on pouvait parfois être là pour soi-même parce qu'on consomme, mais aussi pour d'autres parce que soi-même on ne consomme pas et qu'on aimerait devenir un peu l'avocat de la démarche auprès d'autres. Voilà, je pense qu'on ne va pas faire beaucoup plus long si on veut garder un petit peu de temps pour les questions, Christian, il me semble. Oui, absolument. Je passe très rapidement, je reprends la main, Cédric, si tu le permets. Effectivement, hein, les outils des interventions régulières n'ont pas pour objectif premier, finalement, une modification de consommation, même si ces modifications de consommation seraient bien vues, une augmentation de la motivation à la pratique d'activité physique adaptée, pourquoi pas. En tout cas, les premiers retours montrent que la co-réalisation de vidéos est appréciée. Elle contribuerait, bon, tout ça reste à objectiver, hein, à l'empowerment. Ce qu'il a été souvent question, effectivement, je parle sous tout contrôle, Cédric, c'est aider l'autre, aider autrui comme objectif, souvent énoncé particulièrement dans le groupe non pas, enfin, qui n'a pas participé ouais, l'établissement 2. Voilà un objectif affiché, énoncé, d'aider l'autre. Dans cet établissement 2, on a une population légèrement différente également qui fait état de consommation de boissons énergisantes, de pratiques addictives sexuelles potentielles. C'est assez revenu. Bon, c'est des éléments qu'on n'avait pas au début de la recherche, qu'on n'a pas pris en compte, mais qui reviennent et qui sont plutôt intéressantes. Bon, pour finir, on est sur un projet de recherche évaluatif, hein, avec des évaluations qualitatives. On l'a dit, que ça soit par récit de vie, entretien, questionnaire, focus group. On a une évaluation quantitative qui est menée, une étude contrôlée multicentrique non randomisée. Vous le voyez, on a des IDE, hein, des infirmières principalement qui nous ont beaucoup aidés dans le projet, qui participent au projet. On a questionné l'efficacité et l'intérêt de certaines grilles de mesures addictives comme l'audit, le Fagerstrom ou le CAST. Et on est au final, hein, sur une évaluation réaliste qui concerne les freins et les facilitateurs de la recherche participative dans ces institutions et auprès de ces publics. Voilà. Grosso modo, on vous invite à nous suivre et à prochainement voir nos résultats publiés, nous l'espérons. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Christian, merci Cédric. On peut arrêter le partage d'écran et rester avec les caméras. Quelques questions dans les chats, n'hésitez pas à poser vos questions. Quels étaient les critères d'inclusion des participants? Alors peut-être répondre juste avant au jeu de cartes qui sera disponible mais ne l'est pas encore. Ils sont en phase de production et de recherche de financement. Tu veux répondre à la suivante, Christian? Non, les critères d'inclusion, alors c'est non randomisé, mais c'est volontaire et participatif.
Donc, dit autrement, on a eu une longue première séance finalement, encore une fois intéressante hein, sur la question d'évaluation réaliste, où on présentait aux personnes le projet PowerPid et on leur soumettait leur intérêt ou pas de participer à la recherche. Donc, c'est sur la base du volontariat, ce qui crée un biais, on en est conscient, mais ce qui participe, comme je vous le disais, de la démarche évaluative réaliste, parce que, et on en discutait il n'y a pas très longtemps avec Cédric, il y a des personnes qui sont venues assister à la présentation du projet, qui n'ont pas voulu participer, mais qui ont pris conscience effectivement de leur consommation d'alcool, de tabac ou d'autres, et qui ont engagé auprès des professionnels, les encadrants, des démarches pour aller consulter auprès de XAPA, auprès de Carud. Et donc, c'est des gens qui n'ont pas voulu participer au projet, mais qui finalement, rien qu'à l'information du projet, ont pris conscience de quelque chose. Et une autre question sur le profil, voilà, les profils des participants concernant leur statut. Est-ce qu'il s'agit des consommateurs, non consommateurs, anciens consommateurs, des types de produits et pratiques, activités physiques préexistantes? Oui, pour partie, en grande partie, ces renseignements-là, on les a, soit dans les déclaratifs initiaux, soit par exemple lorsqu'on faisait les questionnaires amont-aval lors des 2 terrains redéployés qui s'étaient mis en œuvre du terrain expérimental, et où, en amont comme en aval, les questionnaires permettaient de savoir s'il y avait pratique ou pas, s'il y avait consommation ou pas, et de quel type. Vous m'entendez bien? Je vois, Victoria, que vous fronciez les sourcils. Ça va au niveau du casque? C'est pas Ouais, terrible. t'as un peu figé, ouais. Une autre question de Valentine Trépied. Comment les professionnels des établissements dans lesquels vous vous êtes rendus ont-ils été appréhendés des actions sur les conduites addictives des personnes qu'ils accompagnent? Là, sur le principe, je continue, Christian, hein. Oui, vas-y. Vous m'entendez mieux cette fois-ci, ça va? Ça va très bien. Okay. L'un des établissements, l'établissement dit expérimental ou pilote, avait déjà eu sous la férule, donc c'était un établissement qui était un lieu d'hébergement, avait déjà eu sous la férule de sa directrice des actions de sensibilisation, prévention des professionnels sur ces questions-là, dont elle n'était pas complètement satisfaite. Ce qui l'a amené à se dire, tiens, c'est peut-être l'occasion un peu d'enfoncer le clou, pour reprendre ma métaphore du marteau de tout à l'heure. C'est peut-être aussi l'occasion de voir un peu qui se mobilise et pourquoi. Après, ce qui est très clair, c'est qu'en fait, la plupart des professionnels d'établissement, on ne les croise pas. Il y a 1 ou 2 personnes qui est dédiée au projet et qui s'assurent que les gens soient là au bon moment. Ce qui ensuite en est perçu par l'entourage, ça, c'est moins évident de le savoir, moins évident d'y répondre. Sur le principe, tout le monde est d'accord. Il faut absolument le plus possible contrôler les addictions, en gros, si je caricature un peu. Dans les faits, quand la réponse qu'on apporte, c'est oui, mais en fait, on va en parler, on va discuter de qui souhaite ou pourquoi, et puis on va peut-être pas être nécessairement dans une logique complètement paternaliste ou hygiéniste. Là, c'est moins évident, et notamment parce que ça se traduit dans des règlements. Exemple, pas de consommation d'alcool chez nous, alors qu'il y a d'autres lieux dans lesquels c'est possible. Ça engendre un certain nombre de conduites. Si je peux me permettre de rebondir, on est encore une fois sur une évaluation réaliste, et sans blâmer et sans juger encore une fois, mais par exemple notre premier site, le site expérimental, la directrice me faisait part quelques mois après la fin de cette première année de l'ouverture d'une brasserie dans le site. Donc, dit autrement, on a été travailler avec des gens dans des foyers pour co-construire des outils de prévention et de réduction des risques de la consommation de substances addictives en lien avec l'activité physique adaptée. Mais dans le même temps, les AT associés à ce foyer ouvraient une fabrique de bière. Vous voyez bien, moi je trouve ça plutôt intéressant. On prévient d'un côté, on fabrique de l'autre. Un des éléments qu'il y ait peut-être lieu d'investiguer, on ne manquera pas d'investiguer d'ailleurs, parce qu'on a quelques historiques là-dessus, c'est aussi le positionnement de direction associative. C'est-à-dire que s'il y a un projet associatif et une direction qui soutient, y compris en jouant son rôle de direction, c'est-à-dire de mobiliser ses directeurs d'établissement et particulièrement des AT, le projet devient plus prioritaire et on libère plus facilement des travailleurs. S'il faut venir dans plusieurs réunions présenter avec une manière de montrer patte blanche l'intérêt d'un projet comme celui-là pour que les personnes soient éventuellement libérées une fois que les directeurs ont considéré que c'est plus prioritaire que les impératifs de production,
ce n'est pas tout à fait la même dynamique. Et sur l'un des terrains, c'est ce qu'on a rencontré, alors que sur d'autres, c'était quand même plus collaboratif, mais avec toujours la nécessité sur place d'une cheville ouvrière qui vient rappeler, qui s'assure que les personnes soient là et qui, malgré tout, n'y parvient pas toujours. Après, c'est du participatif. On sait aussi que pour plein de raisons, et qui plus est quand ça dure, donc c'est du longitudinal, des choses arrivent dans la vie des gens, et y compris dans celle des professionnels ou des directions. Donc, il faut composer avec. Encore deux questions. Peut-être Aurélie Catizon a posé plusieurs questions, mais peut-être on peut se concentrer sur les freins pour le déploiement du projet et associer à la question de Julia Legrand sur qu'est-ce qui a déterminé le maintien de participation dans la durée et au contraire de l'arrêt des participants. Alors, le maintien dans la durée pour la participation des groupes, la plupart du temps, c'est qu'ils y trouvaient à la fois une dynamique du groupe et un intérêt sur les sujets. La deuxième chose, ça sort de leur pratique que de construire ensemble quelque chose, une vidéo ou des livrets dans lesquels ils ont quand même à la fois voix au chapitre et ils peuvent y mettre quelque chose qui est d'eux. Ça, je pense que ça a joué également. Troisièmement, le fait qu'il y ait des rappels, qu'on leur donne les rendez-vous, qu'on leur laisse des documents qu'ils peuvent conserver et que quelqu'un s'assure qu'il ou elle soit bien là, sachant que les personnes pouvaient aussi refuser de venir, bien sûr, à chaque fois. On ne leur mettait pas un couteau sous la gorge. Mais par contre, le fait qu'il y ait ce rappel souvent suffisait comme incitant à venir participer à la dynamique. Ce qui a pu faire que les personnes soient absentes, au contraire, c'est contraintes de travail, maladie, transfert d'établissement, on essaye de nouvelles formules. Et en fait, ce qui fait la vie, grosso modo, des associations dans l'accompagnement de la déficience intellectuelle. Il y avait quand même un autre élément qui était très motivant pour le petit groupe qui travaillait sur le jeu de cartes. Je dis petit parce que, en termes de nombre de participants, il était à la fois plus jeune et plus réduit. C'était vraiment cette idée de on va faire quelque chose qui sert pour les autres, parce que dans nos familles, on est concerné par une surconsommation d'alcool, par exemple, et on a vraiment envie, et qui plus est, on nous parle de ce qui se fait dans d'autres lieux, et on a envie d'en être également. Et donc, cette sorte d'émulation un petit peu à distance, et de venir présenter ça de temps en temps pour le mettre en commun, participer à une conférence dans la semaine du handicap à Lille, au sein des locaux de l'Université catholique de Lille, c'était aussi des éléments de motivation pour venir parler de ce qui nous concerne et de ce qu'on a envie de partager aux autres sur voilà comment on vit ces choses-là. Avec, dernière chose, mais là, Christian, tu pourras rebondir là-dessus si tu le souhaites, quand même une forte internalisation de normes très restrictives sur la consommation. Ce n'était pas vraiment du laisser-aller et puis on peut être cool. C'est quand même très normé dans leur manière de dire les choses pour la plupart. Oui, absolument. Et pour répondre à Julia Legrand, notre premier postdoc qui a fait beaucoup de récits de vie auprès des personnes concernées, qui a passé quand même beaucoup de temps dans les institutions, nous parle d'ennui. Les gens s'ennuient. Et Cédric, je te vois opiner, qu'on vienne dans les institutions et leur proposer des projets, finalement, et je le dis comme ça, on a l'impression que ça les fait marrer, ça les occupe, et du coup, ils viennent, quoi. Ils viennent avec plaisir. Alors, comme tu le disais, il y a une désirabilité sociale très forte. Oui, l'alcool, c'est pas bien, la cigarette, c'est pas bien, la drogue, c'est pas bien. Mais dans le même temps, effectivement, il y a un ennui institutionnel qui favorise finalement la participation dans la durée, même si on a un taux d'attrition important, mais de certaines personnes, ouais. Et peut-être un dernier point sur lequel ça vaut le coup d'insister, si vous me permettez, Victoria, c'est que si on aborde des démarches comme celle-ci en santé publique, un des éléments qu'il faut garder dans un coin de la tête, c'est qu'on ne peut pas s'attendre à ce que les gens collent à ce qu'on imagine être une forme de compréhension adaptée du message ou des choses qu'on a voulu délivrer ou construire avec elles. Donc, il faut vraiment faire confiance au groupe. On a des personnes qui ont été là du début à la fin, qui disaient 3-4 mots par réunion. Est-ce qu'on doit préjuger pour autant que ça n'a eu aucun effet et que ça n'a pas, d'une manière ou d'une autre, percolé? Dans plein de groupes, on a découvert au fil du temps comme ça des compétences, des talents, des manières de montrer que si je suis bien dans la dynamique, même si je ne le dis pas, il n'y a aucune raison ici que ça n'ait pas été le cas. Merci beaucoup, Cédric, Christian. On a envie de continuer les échanges. C'est tellement intéressant. Merci pour cette présentation et pour les éclairages. Pour rappel, vous retrouverez bientôt le replay sur le site de l'ERESP. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne journée. Et merci d'avoir passé ce moment de café avec nous et avec Cédric et Christian. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.